Pratique de la voie alchimique. De Nicolas Flamel à Eugène Cancelier. Ce n'est pas sans réticence que j'accueillis au cours de l'année 2010 votre proposition d'écrire sur l'alchimie. Après donc de multiples hésitations, je m'y décide maintenant. Certes, j'ai pour mes réflexions rédigé de très nombreuses notes sur les phases de l'œuvre qui viennent soit en complément de celles rédigées sous la dictée d'Eugène Cancelier, soit pour combler des lacunes dans le processus linéaire tel qu'il me fut décrit à Savigny. Mais de là à en faire matière à publication, fût-ce par un simple résumé, le pas à franchir était redoutable. Je n'ai pas, et de loin, les connaissances idoines, du moins telles que l'honnêteté intellectuelle et la rigueur morale y obligeraient. Après des échanges épistolaires épars, sur quelques années, à partir de l'année 1973, j'ai rencontré Eugène Cancelier, par l'intermédiaire de l'une de ses relations, feu de mon ami et médecin Alexandre Ferrari, qui m'accompagna à Savigny. L'accueil préparé y fut des plus chaleureux, y compris de la part de son épouse et de sa fille domiciliée au logis, Isabelle, donc. En ce qui concerne Eugène Cancelier, notre rencontre initiale se passa en juillet 1977 et fut l'occasion de la dédicace de son ouvrage sur le Mutus Liber, publié chez Jean-Jacques Pauvert. En conclusion, toute logique, puisque notre entretien, ce jour-là, avait porté sur l'explication des planches du Mutus Liber, ainsi que sur l'approfondissement du particulier de Blaise de Vigenère. À cette occasion, il me fut indiqué avec insistance que cet ouvrage traitait principalement du feu secret pris au sens de l'or philosophique, dont la préparation laborieuse se situe en hors d'œuvre, ainsi que des sels, aides ou fondants qu'il s'agit de déterminer, puis de préparer et enfin de rendre philosophiques. Je dois dire que ces éclaircissements occupèrent plusieurs visites qui se succédèrent en moyenne 2 fois l'an. Visites complétées, il est vrai, par de longues conversations téléphoniques quasi bimensuelles et parfois de ma part, facilitées en outre par le fait que ma profession m'exonérait de frais de téléphone ou de déplacement. À un courant de respectueuse admiration de ma part répondait une sympathie irradiante de sa part que je ressentais jusque dans la tessiture de sa voix au téléphone. Cancelier aimait aussi surprendre par la gentillesse ses visiteurs assidus. Ainsi, à la fin d'un samedi après-midi, peu avant de nous séparer, m'invita-t-il pour le lendemain au château du Plessis-Bourré, où il devait le matin même commenter les sophites du plafond de la salle dite des gardes. Cette manifestation suivie d'un déjeuner-débat était organisée par la Morgue, pour ses membres et invités. Je n'y étais pas organiquement admis, Eugène Cancelier, cependant, m'avait aimablement agrégé à ce cénacle. En fin de repas, les participants purent poser des questions et je n'y manquai point. Cancelier me répondit alors très longuement, insistant bien sur des éléments techniques que je pouvais parfaitement appréhender puisqu'évoqués entre nous le jour précédent. La salle apprécia ce très long dialogue qui outrepassait le temps imparti aux interventions verbales. Quant à mon parcours personnel, ce que je peux en dire, c'est qu'issu d'une famille honorable d'Avignon, titulaire d'un bac sciences expérimentales et d'une maîtrise en droit public, je découvris l'alchimie, Eugène Cancelier aurait plus justement dit la spagyrie, grâce à un reportage télévisé sur Armand Barbeau, travaillant dans une voie spécifique par la rosée. Par la suite,
et grâce à mes études universitaires, je découvris grandement le fonds alchimique des bibliothèques de la Méjane, à Aix-en-Provence, puis à Avignon, celui de l'ancienne bibliothèque du musée Calvet, où j'obtins le droit de photocopier. Ensuite, à Paris, bien sûr, je fus un lecteur plus assidu de l'Arsenal que des salles de lecture de la Sorbonne. Par la suite, je fus en relation régulière avec Eugène Cancelier, qui me remercia d'ailleurs publiquement dans l'un de ses textes « Les 2 logis alchimiques », à propos d'un objet précieux m'appartenant et qui intéressait fort le maître. Cancelier présenta cet objet dans son livre de la façon suivante. Nous avons récemment trouvé cet être fantastique, une sirène, unie à la tortue et au dragon, en un très curieux objet d'art, certainement philosophal et, d'ailleurs, répété de façon identique par un second qui forme la paire avec lui. Tous 2 sont en métal. Pour le pied-douche et la coquille, de bronze finement doré et pour le reste, d'argent massif. La destination ornementale de cette œuvre d'art, qui date vraisemblablement de la seconde moitié du siècle dernier, n'est pas douteuse. En garniture, sur le marbre de la cheminée, de chaque côté de la pendule marquant la durée. Le temps, ce facteur redoutable du grand œuvre. Au demeurant, 2 pièces extraordinaires qui appartiennent à l'un de nos bons amis de l'antique Massilia, grand amateur de sciences et passionné du grand œuvre physique, à qui nous renouvelons ici nos remerciements d'autant plus vifs qu'il nous a envoyé d'excellentes diapositives pour le meilleur choix de notre illustration. Pour de plus amples détails quant à l'analyse complète de ce bestiaire alchimique et l'étude approfondie qu'en fait Eugène Cancelier, il conviendrait de se rapprocher des 2 chapitres suivants. La jeune fille et la tortue à longue queue et la sirène noire et enceinte, de l'ouvrage en question. Eugène Cancelier, à propos de cette paire d'objets décoratifs, me confia qu'il les estimait provenant du cercle intime de Fulcanelli, à l'époque où celui-ci côtoyait la cité phocéenne. D'ailleurs, hormis la superbe Vierge noire de la crypte de Saint-Victor, dont parla savamment Fulcanelli, et pour rester un instant sur ce sujet, il y avait d'autres photos que je possédais et d'autres lieux alchimiques dans la cité phocéenne qui intéressaient particulièrement Eugène Cancelier, afin d'une autre publication à venir. Quant à savoir si Eugène Cancelier était au plan de l'alchimie opérative un alchimiste plutôt envieux ou plutôt charitable, considérant la terminologie traditionnellement usitée par les exégètes et sachant que ces vocables s'apparentent plutôt aux écrits eux-mêmes des alchimistes anciens qu'à leur propre personnalité, on pourrait révéler plusieurs choses. Tout d'abord, pour ce qui est du qualificatif d'envieux ou de charitable, à appliquer à Eugène Cancelier, il faut tout d'abord reprendre, en la résumant, sa réponse à Jacques Pradel dans un entretien réalisé en octobre 1979. On ne peut pas tout dire en clair. La règle d'obédience s'y oppose. Nous dit Cancelier. La divulgation trop grande ne doit pas être, car cela ne profitera pas plus au bénéficiaire qui doit fournir toujours l'effort nécessaire qu'au divulgateur. On pourrait également citer de Cancelier son introduction au triomphe hermétique de Limogeon de Saint-Didier, dans laquelle il applique le qualificatif d'envieux à Fulcanelli et à lui-même. Nous avons donc ici notre réponse. Mais que l'on n'oublie pas surtout qu'il ne fut guère d'alchimistes auteurs qui n'eussent été envieux, suivant le qualificatif qu'ils s'appliquaient à eux-mêmes, très indifféremment, avec la signification d'amoureux jaloux des trésors de leur belle. Cette créature sans égale que chante le Cantique des Cantiques et qui, pour Limogeon de Saint-Didier, est la pierre des philosophes avant qu'elle ne devienne la pierre philosophale. Au demeurant, envieux, Eugène Philalèthe le fut effectivement, comme le furent d'ailleurs Limogeon de Saint-Didier et plus récemment encore Fulcanelli, comme il est possible après tout que nous le soyons un peu nous-mêmes. Vous m'interrogez maintenant sur la pseudo-linéarité de l'œuvre exprimée par Cancelier dans ses écrits ainsi que sur les 3 phases de l'œuvre. Je vais vous dire ce que je sais sur le sujet. Toutefois, avant de parler d'alchimie, il serait bon de parler de la première matière qui la compose,
aujourd'hui devenue si difficilement trouvable et bien onéreuse. Déjà, en 1973, dans une correspondance datée du 23 mai, Eugène Cancelier m'exprimait son inquiétude sur le sujet en me disant « Je bénis le ciel qui me permit autrefois que je fisse une bonne provision d'excellents sujets. Où trouver celui-ci dans l'état suffisamment idoine ? Assurément est parfait celui dont vous me parlez, mais quel prix ? Grand Dieu ! On le voit, en un demi-siècle, les temps ont peu changé, sinon en pire. Sur la matière première elle-même, pour exemple, reprenons certains des propos tenus par Eugène Cancelier dans le numéro 1 de la revue AMSA. Qu'est-ce que l'alchimie ? Voilà ce qu'il énonce. Il y a des nuances très subtiles qu'il faut savoir pénétrer. Ainsi en est-il de cette affirmation de Fulcanelli au sujet de la matière première qu'il nomme par son nom vulgaire, puis presque aussitôt pour déclarer qu'il n'est pas ce corps. Simplement, est-ce pour lui l'occasion de jouer avec la préparation philosophique du sujet, laquelle fait de lui un tout autre individu minéral ? Et à la question suivante, voici une partie de la réponse. Les matières alchimiques ne sont pas les mêmes que les matières chimiques du même nom. Toute une première opération s'impose. Justifiant ainsi l'argument de Fulcanelli qui change l'antimoine vulgaire en antimoine philosophal et convertit le plomb en Saturne des sages. Ce qui manque à la chimie vis-à-vis de l'alchimie, c'est le commerce constant avec l'universel, la cohabitation répétée de l'esprit sur la matière, figurée dans le mutus liber. Au sujet de cette prime opération, j'ajouterai qu'il ne s'agit ni de la purification de la gangue, ni de l'assation qui pourrait être plus complexe qu'il n'y paraît, puisque la tortue terrestre est devenue marine et qu'elle se situe entre ces opérations. Il me faut indiquer aussi avec certitude que les informations données par Eugène Cancelier à ses interlocuteurs diffèrent, ce qui explique certaines contradictions quant au traitement subi par la matière élue. À titre d'exemple, je citerai les 3 ou 4 purifications du régule. Purification dénommée les clous, qu'Eugène Cancelier m'assura être réalisée par des ajouts d'une faible quantité de fer en préalable du fondant. Il me détailla ensuite longuement cette manipulation qui fournit un vitriol. Aussi, avant de déclarer cette manipulation sophistique, peut-être faudrait-il déterminer sur quelle régule le maître m'assura de son application. Il faut se garder aussi d'une première approche précipitée ou superficielle des débuts de l'œuvre. L'on pourrait croire, à tort, que le problème du sujet serait circonscrit. 1. À la séparation d'une gangue siliceuse, à ne pas jeter d'ailleurs, puisque le mutus liber, par ses commentaires savants, nous parle d'un noble polysilicate, donc d'un composé à base de silice dont il conviendrait de connaître la source. 2. À une opération relative au travail de l'antimoine en préalable, opération décrite par Eugène Cancelier sous le terme d'assation. Non, cela serait trop simple, voire trop simpliste, car l'antimoine épuré n'est que la future base d'une minière à recréer, minière qui, à son terme, sera bien magnétique, au sens donné à ce terme par la physique classique, d'après les travaux du physicien Pierre Curie, scientifique qui donna son nom au point du même nom. C'est en tout cas ce que m'affirma sans restriction aucune Eugène Cancelier lors de nos différentes entrevues auxquelles souvent participa Isabelle, sa fille. Doit-on alors considérer que Cancelier mentait, et ce dans quel but ? Pour informer charitablement notre auditeur quant à cette minière dont l'antimoine serait la base, la consultation de l'important ouvrage du médecin minéralogiste allemand Johann Friedrich Henkel, intitulé « Pyritologie ou histoire naturelle de la pyrite », publié en 1760 à Paris chez Jean-Thomas Hérisson, devrait se faire avec quelque profit. Dans les années 1950, Eugène Cancelier réalisa un commentaire enregistré pour le film « Une alchimie », tourné à Savigny par la télévision et jamais diffusé.
Notre auteur y qualifia la conjonction de l'antimoine des sages avec l'or philosophique de difficultueuse et violente, opération qui serait suivie de 2 autres conjonctions plus apaisées celles-ci, avec les soufres des métaux symbolisés par les 2 lions, le vert et le rouge. Au stade de ce processus, il faudrait lire également un article paru dans le numéro 5 de la Tour Saint-Jacques, paru en 1956, et lire plus précisément une note de bas de page dans laquelle Eugène Cancellier rappelle que Pernelle se maria 3 fois, tout comme la femme minérale du grand œuvre physique. Or, d'après Fulcanelli dans ses demeures philosophales, il y a 2 femmes, ou Mercure. Ce chapitre, qu'il conviendrait d'étudier dans son intégralité, si possible enrichi des planches originales exécutées d'après les dessins de Julien Champagne dans l'édition originale. Fulcanelli y affirme que la différenciation des 2 mers ou Mercure constitue le nœud gordien de l'œuvre, à dénouer au commencement de la pratique. Il y ajoute, en outre, que le secret des 2 Mercures est l'étude la plus ingrate et reconnaît qu'il n'existe qu'un seul Mercure à la base et que le second décline nécessairement du premier. Il s'agit donc de la même femme qui se marie 3 fois, et plus exactement la seconde mère ou Mercure. Pour la première mère, son unique mariage réalisera l'harmonie entre les poids de nature d'abord et de l'art dans le second œuvre ensuite. Dans un autre registre, il faudra aussi étudier la provenance de cet or philosophal dont nous avons parlé, la matière brute qui en fournit la base et le traitement adéquat qu'elle subit, dont certaines planches du Mutus Liber et leurs explications donnent de solides informations, quoique partielles.